game. Bonjour, bonsoir et bienvenue au PA Sports Podcast. Je m'appelle Pierre-Alexandre Simoneau puis je vous remercie cordialement d'être avec nous pour les prochaines minutes. Je suis en compagnie de mon fidèle collaborateur Hubert Provencher. Salut Hubert. Salut mon PA. Comment ça va? Ça va bien matin? Bon, let's go. Plusieurs sujets aujourd'hui sur lesquels je veux vous interpeller, qui m'ont marqué là, au courant de la fin de semaine. Le premier d'entre eux, c'est l'arrestation de Tyreek Hill, qui est le receveur étoile des Dolphins de Miami. Il s'est fait arrêter dans le parking du stade en arrivant, à ce qu'on dit, là, suite à une infraction au code de la sécurité routière. Le gars s'est repointé dans le match, à mi-match, puis après avoir été libéré, puis il a marqué un touché sur 80 verges. Puis, comme célébration, ben, il a mimé d'être menotté, puis de se faire libérer par un coéquipier. Ça a été... j'ai trouvé ça funné. Puis en même temps, après le match, il commentait son arrestation. Puis il disait... Il semblait dire que c'était injustifié. Puis il disait, ça avait été quoi si je ne m'étais pas appelé Tyreek Hill, puis que j'avais pas été connu. Puis il semblait faire allusion là, à tout ce qui s'est passé là, au niveau du profilage racial, puis du gars, là, je me rappelle plus son nom, là, qui s'est fait, qui est décédé là, suite à une arrestation abusive, là, le genou sur la gorge. Là. Il y en a eu plusieurs. Ouais, mais comment il s'appelait? Floyd. Ouais, c'est ça. Il semblait faire allusion à ça. Fait que voilà, ça c'est quelque chose qui est quand même assez exceptionnel. Se faire arrêter, se repointer à mi-match, puis marquer un touché. Je pense que c'est du jamais vu dans la NFL. Autre petite chose qui a attiré mon attention, Hubert, c'est la victoire des Capitals de Québec hier soir, qui passe à la finale de la Ligue Frontier avec leur victoire. Puis, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que hier, le lanceur gagnant, ben, je ne sais pas si c'est lui qui est crédité de la victoire, mais il a quand même, je pense qu'il a lancé 4 ou 5 manches, là, je ne l'avais pas pris en note, là, mais c'est Ryo Koigashi. Puis ce Koigashi-là, Hubert, il lançait avec le Brock de Drummondville l'année passée dans la Ligue de baseball majeure du Québec. Fait que c'était quand même cool, tu sais, de se dire que ce gars-là est parti, il travaillait dans Motorsport, c'était-tu Mitsubishi? En tout cas, il travaillait d'une shop, là, au Japon. Puis il a décidé de partir, vivre son rêve. Il s'est engagé un agent, puis il a commencé from the bottom ici avec le Brock de Drummondville. Puis devant des foules de 400 personnes. Puis hier, ben, il était 4000 personnes à crier son nom, puis à le remercier pour son travail au stade. Fait que voilà où ça peut mener la Ligue de baseball majeure du Québec. C'était quand même intéressant. Puis fait à noter, ce Ryo Koigashi-là a été nommé recrue de l'année dans la Ligue cette année. Fait que voilà, il disait en entrevue que c'était toujours son rêve de jouer dans les majeurs. C'est quand même ambitieux, mais qui sait un contrat dans un club affilié d'une équipe plus tard s'il continue son bon travail. Fait qu'on va continuer de suivre ça. Les Capitals vont commencer cette semaine la finale contre le Wild Thing de Washington, une petite ville en banlieue de Washington là, que Rémi m'a dit. Là, il avait pogné ça, là, une petite ville de 14 000 habitants. Fait qu'on va suivre ça. Vendredi, je vais même être sur place. Là, j'ai acheté des billets
pour le premier match à domicile de la finale des capitales. Fait que j'aurai la chance de vous en reparler. Euh, T'avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Ben, ça me surprend que, mettons, un Japonais vienne ici au Québec pour jouer, parce que je pensais que c'était assez développé au Japon, le baseball. Oui, mais de ce que j'en comprends, t'as raison, là, les grosses ligues au Japon, ça attire beaucoup. Puis il y a même des joueurs du baseball majeur qui vont finir leur carrière là. Je pense que le parallèle entre la Ligue nationale de hockey et l'Europe est intéressant à faire. Dans le sens où les gars viennent faire leur classe ici, tu sais, puis Ouais, ouais, ouais. un jour vont aller finir leur carrière là. Mais j'imagine que si tu es un joueur de balle, tout comme au hockey, ben c'est en Amérique du Nord que ça se passe, tu sais, Pour percer le plus. moi, hein, pour monter le plus haut niveau possible, j'imagine. Puis en même temps, ben, ça doit être un trip, là. Tu t'en viens ici, Ah, vivre c'est de clair. ta passion, tu sais. Parce qu'il y en a quand même plusieurs, là, des Japonais dans le baseball, dans la Ligue de baseball majeure du Québec. Je sais que Drummond en ont 2. Quaticook en ont 1. Puis dans les autres clubs, là, je sais pas, là, je pourrais pas dire, mais En fait, ça doit être parce qu'ils ont la chance peut-être d'avoir un rôle plus important ici, des fois, en étant peut-être plus visible, en étant une vedette ici. ouais, tout à fait. Puis, tu sais, comme Koigashi, lui, le disait clairement, quand il s'est amené avec le Brock, son ambition, c'était de jouer pour les Capitals. Tu sais, il connaissait les Capitals, puis il avait vu des vidéos du stade, puis tout ça, puis il trouvait ça trippant. Fait que, voilà, Mission accomplie pour ça. mission accomplie. Ça nous amène tout ça sur l'Unicanva Baseball. La série contre le Brock est bien commencée. C'est 2-1 pour Drummond. Tedford s'est incliné là, lors des 2 premiers matchs, mais a gagné le match samedi 5-0 à Victo. Le match était à domicile pour Drummond qui ont, je le rappelle, leur stade est en réparation, donc ils jouaient à Victo. Devant ta blonde et tes enfants. Oui, Ouais. effectivement. Toi, t'étais pas là. Non, je suis au Travaillais. travail. Eh oui. Ils ont-tu aimé ça? Ils ont-tu aimé le game? Oui, Ouais. ça a été un bon match. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de spectateurs. Le fait que ce soit Victo, je pense que les gens de Drummond suivent moins leur équipe, c'est sûr. Ouais. Oui, puis moi, ce que j'ai vu, parce que moi non plus, je suis pas allé, mais il y avait quand même beaucoup de partisans de Tedford. Ben, tant mieux s'ils ont aimé. C'était une belle journée. Samedi, il faisait soleil, il faisait Oui, quand une même belle assez chaud. performance du lanceur. Oui, c'est Danny Paradis-Giroux qui s'est amené. On l'a pas vu beaucoup avec l'Unicanva. Lui, cette année, il a joué seulement 8 games avec Tedford. Fait qu'il était donc éligible à venir lancer en série. Mais de ce que j'en ai compris de mes recherches, c'est un gars du bas du fleuve. OK. Il est coach pour le U17 3A au baseball au Bas-Saint-Laurent. Puis il joue senior au baseball dans le Bas-Saint-Laurent. Fait que j'imagine qu'il vient de là. Puis le travail, tu sais, lui permettait pas de jouer avec Tedford, mais que là, en série, ils ont fait appel à ses services. Puis il a bien répondu. Une grosse victoire là, de 5-0. Parmi les joueurs qui se sont illustrés, là, il y a le bon vieux Yonuel Ponce qui a frappé 2 coups sûrs en 3 présences. Perron Rousseau aussi, 2 coups sûrs en 4 présences. Puis Pouliot, 1 point, Stéphane. C'est ça, c'est Danny Girard aussi qui a bien frappé là, le vétéran là, avec 3 coups sûrs en 4 présences au bâton pour aider l'Unicanva à gagner 5-0. Prochain match ce soir, 8h. On est lundi, là, le 9 septembre, là, pour vous mettre en contexte. À Tedford, là, je serai sur place pour voir l'Unicanva triompher ou pas. Ça va être une bonne game. Là. C'est Jonathan Paquette qui lance. Puis
il est selon moi avec Michel là, le meilleur lanceur de l'équipe. Fait qu'à suivre, je vous retiendrai au courant. Mais là, ce matin, Hubert est avec nous autres pour poursuivre l'analyse de nos clubs de la Ligue nationale là, en vue de la prochaine saison. Puis, on avait commencé là, la centrale lors du dernier podcast avec Hubert. Puis, on poursuit ça aujourd'hui avec les Blackhawks, le Wild, le Blues et le Utah HC. Puis, on va commencer avec le club de hockey Utah. Puis, je dis Utah HC parce que tu savais, Hubert, qu'ils n'ont pas de logo, pas de chandail et pas de nom. Ça va être ça pour cette année. Ouais, mais moi, j'aime quand même ça, le Hockey Club. Ouais? Utah Hockey Club. Moi, j'aime pas. Moi, je vais être bien honnête. Je trouve que ça fait broche à balle en hostie. Ça fait football. C'est pas que ça fait football. C'est que c'est improvisé. Là. Ça fait je sais pas combien d'années qu'on le sait que les calices de Coyotes, ça marche pas. Il n'y a pas personne. Ils jouaient devant une foule plus petite que la Surantia de Thetford. Puis ils savent que ça va être vendu. Finalement, ils déménagent ça à Way en Utah, puis pas prêt pantoute. Pas de logo, pas de chandail, pas rien. C'est n'importe quoi. Là. C'est une ligue de sport professionnel. Là, c'est un des 4 sports majeurs, là, la NHL. Puis j'écoutais une entrevue là, d'André Tourigny, de Bear, qui était à Bonsoir les sportifs. Mais ça, non, pas Bonsoir les sportifs. Là, il était avec... en tout cas, peu importe, c'est pas important. Là. Puis lui, c'est sûr qu'il ne mordra pas la main qu'il nourrit, mais il disait que mais c'est normal. Puis il défendait un peu l'organisation. Il disait qu'il avait fait des miracles en si peu de temps. Mais hey, nous dire qu'il n'y aura pas... Toi, Hubert, tu es partisan du club de hockey. Achète-toi pas de gilet parce qu'il sera plus bon le gilet là, l'année prochaine. Ils vont le changer. Ouais, je pense qu'ils veulent peut-être tester un peu aussi, vu que ça sort un peu des conventions là, d'appeler ça Utah Hockey Club. Là. C'est un peu comme le foot. Je pense qu'ils veulent tester ça un peu cette année, voir, puis par la suite peut-être garder ça pour les prochaines années, mais voir comment que les gens répondent. Oui, peut-être parce que... oui, tu as peut-être raison, parce qu'il disait que les chandails seraient disponibles dans le temps des fêtes, là, j'imagine, pour Noël. Là. Puis... il n'y aura pas de chandail avant ça. Il n'y aura pas de chandail avant ça à vendre. Ouais, là, ça fait broche à foin. Ouais, puis tu sais, même que Tourigny disait que lors de son dernier passage, sa femme lui avait laissé une commande là, de stock là, pour des cartons ouatés, des chandails, des patentes pour lui et sa famille. Puis qu'il s'est pointé au département marketing, puis il n'y avait plus rien. Là. Ils ont été obligés de fouiller dans l'entrepôt, puis ils ont donné ce qui restait. Puis... mais ce qui expliquait, c'est que les logos et tout ça, ça doit être approuvé. Puis le branding doit être... il y a des brevets, là, je comprends, ouais. autour de ça pour pas qu'ils puissent être copiés par la suite. Puis tout ça. Fait que... voilà, à suivre. On va regarder ça cette année, ce qu'il y en a avec le club de hockey Utah. Mais... ça serait quand même très surprenant de me voir avec un gilet du Utah Hockey Club. Il n'y a pas bien de chance, moi non plus. C'est sûr que toi, tu as une petite vibe un peu plus européenne. Hein? C'est ça. Le club de hockey Utah, allons faire brûler des feux de Bengale dans la foule en chantant une chanson. Je pense que ça va justement craquer les joueurs de jouer devant une foule. Puis d'avoir des installations qui ont de l'allure, je pense que ça va donner un petit plus à ce club-là cette année. Oui, puis Tourigny semblait dire que les installations étaient bien, puis qu'il faisait des belles choses pour les joueurs, puis que surtout il y avait beaucoup de moyens versus en Arizona où c'était pauvre comme job. Bon, au niveau du hockey, mon cher Hubert, il n'y a pas grand-chose à dire là, du club de hockey Utah, mis à part que il y a toujours là, le petit noyau, là, Clayton Keller, Nick Schmaltz, Maselli, Gunter. Il y a le jeune Marco Rossi aussi qui a bien fait l'année passée là, avec... Rossi, il me semble qu'il n'était pas loin du point par match, ou c'est moi qui... Rossi, c'est pas avec le Wild, ça? Rossi, t'es avec le Wild, ouais, c'est ça. C'est moi qui était mélangé.
Mais je voulais pas. Au niveau de l'Utah, je voulais pas te parler de Rossi. Je voulais te parler de. Sergachev. Oui, aussi, mais avant, de Tige Eginla. Oh. Ouais. Parce qu'on en a parlé beaucoup cet été. Plusieurs le voyaient être repêchés par Montréal. Finalement, Ouais. c'est les Coyotes qui l'ont repêché après que Montréal ait pris Demidov. Mais moi, je vais le regarder aller, ce jeune-là. Il n'y a pas un coup de patin vraiment impressionnant, mais je pense que ça pourrait être le prochain capitaine du Utah HC. Oh. Oui, c'est... s'il y a la moitié du leadership qu'avait son père, ben je pense que ça pourrait être un bon début pour ce club de hockey-là. Il ne sera certainement pas capitaine tout de suite, là. On ne sait même pas s'il va faire le club cette année, mais quand même, ça va être à surveiller de ce côté-là. Un petit joueur avec beaucoup de caractère. Le fils de Jerome qui a eu des belles années là, avec les Flames de Calgary. Puis, c'était notre époque, ça. Oui, ça, c'était notre époque. J'avais même... tu te rappelles, j'avais un gilet des Flames, Oui. là. Oui. C'était dans le temps, là, qu'il y avait des contrefaçons. Ça devait être Jimmy Douville qui nous avait vendu ça. Puis moi, je me rappelle plus du nom du gars, mais je l'avais revendu, ce gilet-là, à une espèce de moté de Black Lake, le Tedford, là, qui venait remplacer avec nous autres le vendredi, dans la Ligue du vendredi à Princeville. Oh. Puis il me l'a jamais payé, mon esti de gilet. Fait que si t'écoutes le podcast, j'espère que t'as encore mon gilet d'Eguin-là. Je m'en rappelle plus, j'aurais aimé ça, dropper son nom, esti, ce gars-là. Mais bon, voilà, on s'éloigne. Ouais, Sergachev qui est rendu en Utah. Ils ont été le chercher via le marché des... Un échange. Ouais, ils l'ont échangé. Gigi Moser, qui est... Ouais. Puis un autre attaquant. Oui, parce que il y avait besoin Tampa Bay avait besoin de libérer là, de l'espace. Là, fait que... ouais, puis Tourigny en parlait un peu, tu sais, ce genre de trade-là, ça prend un club pour le recevoir, qui a de l'espace pour mettre le cash sur le plafond, puis qui en même temps a les assets qui peuvent intéresser le Tampa dans ce cas-là. Là. Je pense que c'est un échange gagnant pour les deux clubs. Puis moi, je vois, pour les raisons qu'on a parlé avant, je vois Utah avoir pas de mauvaise saison. Peut-être pas se faufiler en série, mais gagner plus de matchs que par le passé, puis continuer de progresser. Avec Tourigny, justement, qui est un bon coach. Oui, puis non. Pas faire les séries, ça c'est sûr, mais ils ont quand même un bon noyau de jeunes, tu sais. Keller, que moi j'aime bien, Clayton Keller. Ils ont Logan Cooley, Mathias Masselli, Dylan Gunter, Sean Dursey, Barrett Eaton. Puis en fin de saison, ils ont rappelé le fils de l'autre aussi, Josh Doan, qui a ramassé 9 points en 11 matchs à seulement 21 ans. Fait que lui aussi devrait faire le club cette année. Quand même un club pas le moins intéressant à suivre, là. Un club qui finalement est en reconstruction éternelle qui semble vouloir aboutir. Fait que à suivre. C'est sûr que Sergachev va être le défenseur numéro 1. Oui, puis avec Dursey, ça fait une bonne paire, je trouve. Oui, exact. Puis en tout cas, Tourigny était bien enthousiaste par rapport à ça. Est-ce que Sergachev, avec la pression d'être le numéro 1, va bien répondre? À suivre, mais bon, il devrait leur donner un bon 50-60 points, là, certain, d'après moi. Avec qui? Après? Ça fait le tour pas mal du Utah HC. Hubert, si tu n'avais pas d'autre chose à rajouter. Sinon, on va poursuivre avec les Blues. Les Blues, pas grand-chose à dire, honnêtement. Là, moi, ce qui m'a marqué... Pas trop excitant, hein? Non, pas trop excitant. Sont sur la pente descendante, là, moi, je pense. Le noyau de plus en plus vieillissant. Puis, ils n'ont pas fait les séries l'année passée. Ils ne referont pas cette année, d'après moi. La petite note que je m'étais prise, c'est que les frères Joseph
sont rendus là. Oui. Mathieu puis Pierre-Olivier. Mis à part de ça, ça va être Robert Thomas là, qui va être la tête d'affiche des Blues. C'est lui qui a récolté le plus de points la saison passée avec 86. Jordan Kyrou, Pavel Buchnevich, le vieux Brandon Shen. Sinon, ils n'ont pas eu de gros départs. Là. Il y a Kevin Hayes et Samuel Blais là, qui sont partis. Puis au niveau des arrivées, ben il y a Alexandre Texture qui était à Columbus, là, que moi j'aimais bien ce joueur-là. Je l'avais pris dans mon pool. Puis finalement, il n'a pas fait l'équipe. Fait que c'est un jeune qui. C'est un Français, ça me semble. Ah ouais? Je sais pas. Ouais. Fait que à suivre. Du côté des Blues, j'avais pas grand chose à dire. Devrait pas faire les séries. Puis. Ils sont allés chercher les 2 joueurs des Oilers, Broberg puis Holloway. On va peut-être les aider un peu. Ouais, c'est vrai. Ils ont soumis des offres hostiles. Holloway va être intéressant là, de voir s'il est capable de répéter ce qu'il avait fait en série en saison avec les Blues. Mais en gros, moi, c'est un club qui m'excite pas beaucoup. Non, pas du tout. Puis il n'y a pas non plus de vedettes montantes, des jeunes joueurs à suivre que t'es. Il y a Thomas là, qui a 24 ans, mais à part ça. Ouais. C'est tranquille du côté de Saint-Louis. Oui, c'est très tranquille. Fait que si t'as pas d'autre chose à rajouter, on va passer au Wild, mon cher Hubert. Oui. En frais de club assez tranquille aussi. Le Wild qui a été exclu des séries l'année passée. Ils n'ont pas fait beaucoup de mouvements là, cet été. Presque personne n'est parti, presque personne n'est arrivé. Ils ont prolongé le bon vieux Marc-André Fleury pour 1 an à 2,5 millions. Oui. Le vieux Goligoski qui a pris sa retraite après 17 ans dans la Ligue nationale. Goligoski, lui, il a gagné la Coupe avec les Pingouins en 2009. Hein? Ça a été un bon défenseur. Oui, ça a été un bon défenseur à cette époque-là. Dans le temps que les Pingouins étaient super forts, il était là. Puis qu'il a pris sa retraite. Sinon, c'est Kaprizov. Il va-tu marquer 100 points l'année passée, une saison assombrie par les blessures. Les blessures. Il a manqué seulement 7 matchs, mais il a quand même fait 96 points. Cette année, Hockey Magazine lui prédit un 106 points. Ça va flirter avec les 100 points. C'est ça. Ça devrait flirter avec ça. Sinon, moi, comme j'en parlais tantôt, il y a le jeune là, Marco Rossi là, qui m'a impressionné l'année passée, là, qui a connu une super de bonne saison là, avec. Il a joué ses 82 matchs, puis il a fait 40 points, 21 buts, 19 passes. Puis lui, il va être à surveiller. Là, pourrait se faufiler dans notre pool cette année. Oui, ça pourrait être une long shot intéressante. Un jeune qui pourrait faire une 60aine de points là, si sa courbe de progression est toujours bonne. Mais le Wild, il paye encore. C'est la dernière année là, qu'ils ont quasiment 15 millions là, ça amasse à cause de Parisé et Sutter qui ont racheté. Ouais, OK. C'est ce qui les bloque beaucoup. Là. L'an prochain, ça tombe à 1,7 million, je pense. Donc, on va leur donner une chance. On pourrait les voir plus actifs là, l'an prochain. Parce qu'ils ont quand même des bons jeunes. Là, ils ont le produit local, là, Brock Faber, là, qui a seulement 21 ans, là, le défenseur. Marco Rossi, Matt Boldy. Fait que ils ont quand même une belle relève. Là. Un Belgarin était confiant. Là. J'avais lu un article justement qui disait qu'il s'attendait à une grosse saison. Puis ils ne doivent pas prendre des excuses pour les blessures comme ils ont eu l'an passé. Puis aussi, là, justement, la situation du cap salarial qui les empêche d'aller chercher un joueur ou deux. Là. Oui, puis ils ont Gustafsson qui va être devant le filet, qui devra avoir la majorité des matchs. Puis le bon vieux Fleury pour l'épauler. Fait que moi, ça ferait mon tour. Ça ferait le tour du côté du Wild pour moi.
T'avais-tu quelque chose à rajouter, toi? Ben, le Wild, c'est ça. Je pense qu'ils vont se battre pour genre être un club repêché pour les séries. Est-ce que ça va être suffisant? On hésite. On hésite. Bon, je voulais terminer avec les Blackhawks de Chicago. Moi, je m'en cache pas. Là, Connor Bedard m'excite beaucoup. Je pense que c'est le genre de joueur avec du caractère puis un talent indéniable qui pourrait... pas qui pourrait, mais c'est intéressant de bâtir un club autour de lui. Là, ils ont repêché là, au dernier repêchage là, le gros défenseur, là, Lev Shunov, là, au deuxième rang, là, overall. Un défenseur de 6 pieds 2, 208 livres. Ils ont quand même fait beaucoup d'acquisitions, là, Hubert, là, Oui, cette année. oui. Bertuzzi, Teravainen. Ils ont même été chercher le bon vieux Pat Maroon pour Jouer le protéger goon. Bédard. Ouais. Oui, oui. Parce que Bédard s'est quand même fait brasser pas mal là, l'année passée. Nick Foligno, il est là aussi encore. Nick Foligno est là aussi pour occuper ce rôle-là. Mais fait que ça va être intéressant de suivre les Blackhawks, mais là où je voulais t'amener, je trouve que l'organisation je trouve que ça boite un peu. Tu sais, on a tous eu vent des histoires là, avec Corey Perry. Moi, je trouve que ça a été très mal géré. On finit par se départir de Corey Perry, qui est allé finir la saison à Edmonton. Puis il y a une autre petite histoire, tu sais, que je pense qui a échappé à l'attention médiatique, mais qui illustre bien quand même la gestion interne peut-être déficiente des Blackhawks. Puis c'est l'histoire de Nina Sanders. T'as-tu entendu parler de ça, Hubert? Non, ça m'échappe. Bon, ben je vais t'informer. Nina Sanders, elle avait été engagée en 2020 pour être une consultante et pour négocier avec les tribus. En particulier, là, je me rappelle plus du nom de la tribu, là, mais c'était... il y avait le mot Fox là, dans le... Ah, Sac and Fox. OK. La tribu Sac and Fox Nation. Parce qu'en 2020, il y avait beaucoup de pression pour que l'équipe change de logo. Oh, oui. Tu sais, avec la foulée de reconnaissance là, des droits des Premières Nations. Ben, les Redskins, ils n'ont pas changé de nom, justement. Oui, eux, ils ont changé de nom. C'est ça. Puis les Blackhawks aussi, il y a eu beaucoup de pression pour qu'ils changent leur logo. Puis le président Dan Ritz, je ne sais pas si je le prononce bien, là, WIRTZ, là, le PDG de l'équipe, avait engagé Nina Sanders en 2020. Puis elle a finalement été libérée. Là, ils l'ont congédiée finalement. Là. C'était un peu masqué. Là. Mais ce qui est sorti en mai dernier, là, c'est qu'elle elle a accusé, dans le fond, elle a emmené l'organisation en cours pour harcèlement sexuel, fraude et rupture d'un contrat verbal. Nina Sanders, ce qu'elle disait, c'est qu'à 2 reprises, il y a un employé de l'équipe qui l'a harcelé sexuellement, puis qui a essayé de la faire rentrer de force dans sa chambre d'hôtel. OK. Puis, elle disait aussi qu'elle avait eu vent là, de 2 autres situations où des employés de l'équipe ne voulaient pas parler, mais qui avaient subi de l'harcèlement sexuel. Moi, je trouve que ça témoigne d'un manquement ou d'une gestion qui n'est pas saine au niveau des Blackhawks. Puis, ils en sont pas à leur première frasque. Puis, c'est quand même inquiétant pour l'avenir. C'était-tu tout avant qu'ils fassent le ménage? C'était-tu la même... c'était-tu encore Bowman qui était là? Ou... Oui, c'était encore Bowman qui était là OK. à l'époque. Là, ils l'ont congédié. Mais le PDG, Dan Ritz, sous toute réserve, c'est encore lui qui est là. Je pense que c'est une famille que ça fait longtemps qu'ils sont propriétaires des Blackhawks. Ouais. Puis, quand ils l'ont engagé, elle disait aussi que l'équipe lui avait fait beaucoup de promesses, qu'il redonnerait des terres
à cette nation-là qui modifierait le nom et le logo de l'équipe. Puis je dis pas que je suis pour la modification du nom et du logo de l'équipe, mais c'est quand même des promesses qui avaient été faites. Puis finalement, il y a rien qui s'est... il n'y a rien qui s'est fait, tu sais, puis il n'y a aucune promesse qui a été tenue. Puis Nina Sanders, ben, c'est ce qu'elle décriait un peu. Puis, fait que voilà, je voulais juste te parler de cette situation-là, tu sais, puis d'être aux aguets. Ça fait plusieurs histoires, tu sais, qu'on entend, là, qui émanent de Chicago, puis ça lâche pas. Fait que... Je sais pas s'ils ont assez fait le ménage, justement. Ouais, Avec exactement. le nouveau, c'est Kyle Davidson, je pense, le nouveau DG, s'il a été en mesure de faire le ménage de tous ces gens-là qui travaillaient pour les Blackhawks puis qui justement qui avaient un climat pas trop sain. Ouais, c'est ça, cette culture toxique-là. Mais à quel point, tu sais, lui, il s'occupe des opérations hockey, puis de voir à toute cette gestion-là, puis toute la poussière qu'on a balayée sous le tapis au cours des dernières années. Ils vont être à watcher, finalement, les Blackhawks dans les prochains mois, prochaines années à venir. Autant sur la glace que hors glace. Oui, mais pour revenir sur glace, c'est un club qui est toujours en reconstruction. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ils vont bâtir ça autour de Connor Bedard. Mais j'aime bien les acquisitions qu'ils ont faites. Tyler Bertuzzi, moi, c'est un joueur que j'adore. Un gars d'énergie. Il y a du chien. Oui, il y a du chien. Teravainen aussi, je l'aime bien. Pas un gros fabricant il n'engrange pas beaucoup de points, mais c'est un joueur complet quand même qui va apporter une certaine profondeur à l'équipe qui misait pas mal juste sur Bedard l'année passée, surtout que Taylor Hall est tout le temps blessé. C'est ça. Ça prend des joueurs pour montrer la voie, comme on le dit, puis je pense que justement, ils sont allés un peu dans cette direction-là. Cette année, Chicago, ils ont engagé un peu plus de joueurs avec de l'expérience pour montrer aux jeunes comment ça marche. Oui. Puis t'apportes un bon point, tu sais, de former la relève, ça se formera pas tout seul. Ils ont besoin de bons vétérans qui donnent l'exemple puis qui leur apprend à être des professionnels, parce qu'au final, c'est ce qu'on veut de nos jeunes, c'est qu'ils deviennent de bons professionnels avec une éthique de travail irréprochable qui va apporter sa part de dividendes sur la glace ensuite. C'est souvent ça qui fait la différence, en fait. L'encadrement d'un jeune qui peut développer son talent ou pas. Donc, j'espère que Chicago, justement, avec ces acquisitions-là, vont aller dans cette direction-là pour bien encadrer leur relève. Oui. Puis, là où on a des points d'interrogation, ben, c'est certainement devant le filet parce que cette année, ça sera Peter Mrazek, comme tu le mentionnais en avant-podcast, qui sera chapeauté par Laurent Brassoit. Fait que ça devrait pas être évident devant le filet des Hawks. Puis là, je regarde vite de même. Dans leur recrue à surveiller, il n'y a pas de gardien. Il y en a peut-être, là, mais moi, je les vois pas ici. Là. Le gardien, c'est la dernière pièce maîtresse à aller chercher, je pense. Ouais. Puis pour l'instant, Chicago, ben, je pense que ça leur dérange pas trop que les buts rentrent. Donc, finir encore dernier pour aller chercher un autre bon choix. Ouais, c'est sûr qu'eux, ils veulent pas se battre pour les séries. Ils se battent pour le boulier plus qu'autre chose. Exact. Fait que voilà, ça fait le tour de la division centrale. Je te remercie, Hubert, d'avoir été là. Ça a été une bonne émission. On a déjà 35 minutes de fête. On starte le lundi matin fort. On start ça fort, puis on vous reviendra là, avec l'analyse là, des équipes de la division Pacifique là, lors d'une prochaine émission. À vous tous qui avez été à l'écoute jusqu'à la fin, je vous remercie, puis j'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de nous écouter, puis on espère vous avoir appris 2-3 petits trucs. Merci beaucoup, puis à la prochaine.